ce que l'Occident doit à l'Orient. Notre histoire commence au XIIe siècle à Fès, au Maroc. Nous sommes à l'apogée de l'âge d'or de la civilisation islamique. Al-Idrissi est un érudit passionné mais très pauvre. Il a sillonné le monde pour élargir ses connaissances et sa réputation de sagesse et de culture a dépassé les frontières. Un soir, un messager frappe à sa porte. Il lui apporte une lettre qui va changer le cours de son existence. Avant que je ne vous dise ce que contient cette lettre, il nous faut parcourir des centaines de lieues jusqu'en Sicile, au bord de la Méditerranée, pour rencontrer celui qui l'a écrite. L'expéditeur de la missive est un grand roi du nom de Roger. Il règne sur la Sicile, une île au carrefour de l'Orient et de l'Occident. Dans son royaume, chrétiens, musulmans et juifs cohabitent pacifiquement, à une époque où les croisades ont apporté la haine et la guerre dans de nombreuses contrées. Roger sait que la science arabe est la plus avancée du monde connu, et il a appris à parler l'arabe couramment pour profiter de ses enseignements. Prenez le Coran. 750 versets, soit à peu près 1/8 du livre saint, exhortent les croyants à étudier la nature et, je cite, à faire de l'acquisition du savoir un élément de la vie de la communauté. Mahomet, le prophète Mahomet, a vécu, on le sait, de 610 à 632. Après lui, ce furent 6 siècles de réel épanouissement intellectuel, scientifique et culturel, car après de grandes conquêtes territoriales, la civilisation arabo-musulmane s'est développée dans une phase de prospérité matérielle et intellectuelle extraordinaire. Dans la région d'Andalousie, c'est lors de cette phase de prospérité que les savants de l'époque accomplirent un acte déterminant. Ils traduisirent en arabe les manuscrits scientifiques et philosophiques de toute l'Antiquité, qui étaient alors en langue grecque. Platon, Ptolémée ou Aristote. Ce fut aussi le cas à Cordoue, alors l'émirat de Cordoue, l'un des plus grands foyers de transmission à l'Occident de la pensée gréco-arabe avec un retentissement culturel qui est resté dans l'histoire. C'est à Cordoue, par exemple, lors d'une mission secrète, qu'un certain Gerbert d'Aurillac, un moine, a découvert l'origine de la numérotation de 1 à 9. C'était en l'an 999. Cordoue était alors en rivalité avec le Caire où déjà s'était créée une formidable bibliothèque, 1 600 000 volumes ou chapitres, comme on disait à l'époque, ce qui démontrait la passion de la civilisation pour le livre et pour la traduction du texte ancien. Et si l'on va vers l'Est, vers Bagdad, on apprend qu'à l'époque, des bibliothèques publiques, on en comptait alors une bonne centaine dans la ville. Bagdad, le califat de Bagdad, où les califes faisaient figure, disons, de despotes éclairés. C'était le temps des 1001 nuits. Alors, asseyez-vous sur le sofa ou dans l'alcôve, venez jouer aux échecs sur le satin du divan, rien que des mots qui nous viennent de Bagdad, du Caire ou de Samarcande. Désireux de rencontrer Al-Idrissi, il l'invite à venir en Sicile. Le roi a un projet extrêmement audacieux à lui proposer, un projet qui va stupéfier le monde. L'invitation est beaucoup trop tentante pour qu'on puisse la refuser. Al-Idrissi embarque donc courageusement pour l'Europe, sans savoir ce qu'il doit attendre d'un roi chrétien dans un pays hostile. Il se demande comment il sera reçu. Peut-être se précipite-t-il tête la première dans un piège. Mais à son arrivée, il est chaleureusement accueilli par Roger. Le roi lui révèle enfin pourquoi il l'a fait venir de si loin. Al-Idrissi est stupéfait. Nous vivons dans un monde cerné par un océan d'obscurité, déclare le souverain. Nul ne sait ce qui se trouve au-delà.
Certains pensent que le monde est plat comme une assiette, et d'autres que des monstres guettent ceux qui s'aventurent trop loin. Personne n'a appliqué les nouvelles techniques scientifiques à la connaissance de notre monde. Je veux une carte, poursuit-il, une carte du monde, et un compte-rendu de tout ce qui est connu du monde aujourd'hui. C'est l'un des principaux apports de la civilisation arabe, le papier. En 712, les Arabes conquièrent Samarcande, ville de l'actuel Ouzbékistan, en Asie centrale. C'est là que l'on va maîtriser l'art de battre le lin de manière à en faire une sorte de pâte qui progressivement va remplacer le velin et le parchemin. En 794, on installe une première manufacture de papier à Bagdad. Parallèlement, la civilisation arabe développe toute une technique d'illustration et d'enluminure. On traite d'abord des ouvrages de médecine, de zoologie et d'astrologie. Le Coran, bientôt, fera l'objet d'enluminures remarquables. La tradition veut que l'écriture soit un don de Dieu. Dès lors, recopier le Coran, c'est entrer en contact avec le divin. Al-Idrissi accepte de relever le défi. Il choisit 12 hommes, chrétiens et musulmans, pour l'assister dans cette tâche hors du commun. Pour remplir sa mission, il fait appel aux toutes dernières découvertes de la cartographie, des mathématiques et de la science. Sous sa supervision attentive, les 12 hommes lisent, se documentent, calculent, rassemblent des données. Jusque-là, en Europe, on utilisait les chiffres romains. Et c'est au Maghreb que l'on allait mettre au point les chiffres dont nous nous servons aujourd'hui, les chiffres arabes, de 1 à 9. Coup de génie, les mathématiciens de l'époque, qui n'avaient d'ailleurs pas ce titre, ont décidé de prendre le 0, qui était d'origine indienne, et de lui conférer le statut de nombre, ce qui n'avait rien d'évident à l'époque. Tout le calcul devenait simple, avec non seulement les chiffres, mais les positions des nombres dans un ordre défini, les unités, les dizaines, les centaines, les milliers, etc. Du coup, on rendait quasi immédiate la possibilité de faire les 4 opérations de base du calcul. Al-Idrissi interroge chaque marin, chaque pêcheur, chaque marchand qui passe par les ports de Sicile pour recueillir des renseignements sur les lieux qu'ils ont vus. Beaucoup lui racontent des anecdotes hautes en couleurs sur des terres lointaines. Mais si Al-Idrissi apprécie les talents de conteur des marins, ce qu'il recherche, lui, c'est la vérité. Chaque jour, le roi Roger vient lui demander comment avance le projet. Et chaque jour, Al-Idrissi le passionne en parlant de contrées éloignées. Mais le géographe lui parle aussi des rumeurs qu'il entend. Les ennemis du roi s'accrochent au passé et se méfient de cette soif de savoir. Roger l'écoute pensivement. Nous devons être plus hardis dans notre quête de connaissances, dit-il. Le temps est peut-être compté. Nous devons affréter nos propres navires. Al-Idrissi réunit donc des marins courageux et endurcis, et après des mois de préparatifs, les navires appareillent enfin. Ils mettent le cap sur des eaux encore inexplorées. Ils ne savent ni ce qu'ils vont y trouver, ni même s'ils reviendront un jour. Al-Idrissi et le roi discutent quotidiennement des nouvelles qui leur parviennent sur les tempêtes et sur les féroces pirates qui écument la Méditerranée. Mais ils ignorent tout de ce que deviennent leurs navires. Le géographe passe de nombreux mois à attendre avec anxiété, jusqu'à ce qu'un jour, enfin, un navire revienne de l'Orient. Les marins décrivent des pays exotiques pleins de temples majestueux et d'épices enivrantes. Tout est consigné par les assistants d'Al-Idrissi. Roger est fasciné par ce qu'il entend. Et il met avec enthousiasme toutes les ressources du royaume à la disposition du savant. Affrète d'autres navires, ordonne-t-il. D'autres aventuriers intrépides larguent donc les amarres. Ils ont pour consigne d'explorer les limites du monde connu et de naviguer là où nul n'avait eu l'audace d'aller jusqu'alors. Nombreux sont les marins qui refusent de se lancer ainsi dans l'inconnu. Ils craignent les horribles monstres tapis dans les profondeurs océaniques. Ils pensent que ceux-ci s'attaquent aux intrépides qui s'aventurent trop loin.
Mais le roi balaie leur peur d'un revers de la main. Plusieurs mois s'écoulent avant le retour du premier navire. Le voyage a été périlleux et de nombreux hommes ont succombé à la chaleur et à la soif. Ils ont mis le cap vers le sud, raconte-t-il, vers un monde de sable brûlant, où des nomades errent perpétuellement avec leurs dromadaires à la recherche d'eau. Le roi exulte. Après de longues années d'élaboration, son grand projet est en train de prendre forme. Les érudits sont désormais accoutumés aux visites quotidiennes du roi, qui les questionne inlassablement sur le moindre détail. Au bout d'un an, un autre navire revient au port. Les récits que font les marins sont encore plus surprenants. Ils parlent de terres où règne un hiver éternel, où le soleil ne brille jamais et où une neige glacée tombe du ciel. Petit à petit, page après page, les érudits assemblent une carte et un livre de géographie, comme le monde n'en a jamais vu. Roger est si passionné par leur découverte qu'il ordonne aux meilleurs orfèvres de son royaume de confectionner un planisphère d'argent. Ainsi, dit le roi à Al-Idrissi, ce que nous avons découvert vivra pour toujours. Mais l'enthousiasme d'Al-Idrissi est tempéré par le fait qu'un des navires n'est toujours pas revenu. Le géographe craint le pire, il a peur qu'il ne se soit perdu à jamais dans l'océan de l'Ouest. Al-Idrissi a presque perdu espoir lorsqu'un navire apparaît enfin à l'horizon. L'équipage épuisé raconte son histoire. Ils sont allés jusqu'aux confins occidentaux du monde connu. Mais malgré toutes leurs tentatives, ils n'ont pu trouver de passage. Les vagues étaient hautes comme de redoutables montagnes. La mer était trop vaste, trop noire, trop profonde. Et sur le chemin du retour, ils ont entendu parler de complots grandissants contre Roger. Au bout de 15 ans de travail, le planisphère est enfin achevé. Mais le destin en a décidé autrement et veut que la vie du roi prenne un cours différent. Le roi est malade. Il appelle son fidèle ami à son chevet et lui dit « Nous avons réussi à montrer que la science et l'érudition peuvent éclairer le monde et dissiper le mythe des monstres et des continents obscurs. Mais je crains qu'un autre danger ne nous menace. Nous devons protéger notre grande œuvre et le préserver pour la postérité. » Al-Idrissi lui promet qu'il le fera. Mais le roi sait qu'il n'atteindra probablement pas la dernière page. Au règne éclairé de Roger succède une période de profond obscurantisme. Le grand planisphère d'argent est dérobé et fondu, et les livres sont brûlés. Tout aurait pu être perdu. Mais Al-Idrissi réussit à fuir, emportant avec lui tout ce qu'il peut sauver de son chef-d'œuvre. Il parvient à gagner l'Afrique du Nord, où il meurt en exil quelques années plus tard. Une copie arabe de son livre a survécu